Parce que je sais même pas c'est quoi, c'est comme un. Tu parles pas le même français là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment les notes de cours sont si amusantes? Ils sont en train de regarder une vidéo de ceci. Et donc, ils sont assez bien réagis. Moi, j'ai vu cette décision-là il y a quelques années, il y a 25 ou 6 ans, et je n'ai jamais écouté, je ne reviendrai plus jamais en arrière. C'est évident. Oui, parce que on est plus passé à une sorte de conscience les uns des autres qu'on n'était pas. C'est-à-dire que quand on est dans une classe, on peut à un moment donné être simplement comme une sorte de logique un peu, le prof est un genre de vecteur, un accompagnateur qui permet à des gens d'accéder à l'information, à la connaissance. Mais là, c'est ça, avec PowerPoint, que j'utilise par ailleurs. Moi, je veux dire, je suis pas anti-techno, mais là, c'est vraiment le contact. C'est vraiment le fait de se regarder. Ça, c'est une affaire aussi dont j'ai pris conscience avec les années. C'est qu'avec tous ces écrans qui sont dans nos vies, avec tout ce qui peut mobiliser et attirer notre attention ailleurs, on est dans un monde où on est déshabillé à se regarder les uns les autres dans les yeux. Aller dans n'importe quel lieu public, là, que ce soit le métro, la salle d'hôpital, on attend longtemps, le bureau de ceci, de cela, les gens sont tous sur leur petit écran. Et je ne veux pas condamner, hein, c'est correct parfois de le faire, mais les gens ont moins, on dirait, tendance à se regarder. Puis je me souviens que le regard partagé, c'est une manière de reconnaître d'abord que l'autre existe. C'est le visage que la communication passe. Puis non seulement ça, mais c'est le début d'une relation. Si on ne se regarde pas, on n'aura pas de relation. Tu voulais aller plus loin dans cet acte de résistance. Pour après, si j'avais mené une expérience, j'allais saluer chaque personne à côté de laquelle je m'assoyais dans le transport en commun pendant une semaine. C'était tellement drôle. À la vasque, c'est ça qui retient la flamme, ok? Ça a une forme d'une montgolfière. C'est la base d'une montgolfière. Ok, là, je comprends. Hey. J'ai regardé les Olympiques, mais j'ai pas regardé la cérémonie d'ouverture, ni la... Je suis pas sûr de regarder celle-là de fermeture non plus. Et ça, je l'ai pas vraiment vu. Je savais pas que ça s'appelait la vasque. Vous enseignez notamment le romantisme dans ce courant-là. Mathieu Bellette, il est pas fan de sciences aussi. Est-ce que vos étudiants considèrent la technologie comme un mal? C'est très paradoxal parce que tout à l'heure, je parlais de nostalgie. Dans le fond, l'époque qui n'est pas connue, c'était un peu ça le fait. Ça a commencé comme ça. Alfred de Musset, qui dans les Confessions d'un enfant là, c'est pas de littérature qui raconte dans les années 1830 qu'il est nostalgique d'une époque qu'il n'a pas connue. Lui, c'est l'époque de Napoléon. Il avait aimé ça faire les rôles. Il avait aimé ça faire des grandes choses. Et là, il a l'impression de vivre dans une époque un peu médiocre, des crises où il ne se passe rien. Alors oui, il y a quelque chose peut-être d'une sorte de mal fait. Et en même temps, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a personne qui peut ou presque faire l'économie de ça. C'est-à-dire que on parle beaucoup des réseaux sociaux, on parle de la technologie, et on peut s'en distancer. Moi, par exemple, pour des raisons personnelles, je n'ai pas de téléphone, parce que je sais que je vais... Je n'ai pas de téléphone cellulaire. Et parce que je me connais. Et je sais que si j'ai ça, c'est comme du chocolat. En terminant la maison, il n'y en a plus le soir.
peut pas faire ça. Mais moi, pour moi, c'est important de donner des espaces. Et je reviens aux étudiants et à ce que vous appelez manuscrit avec raison. Je pense qu'il y a aussi peut-être parfois cette difficulté à voir qu'est-ce que je pourrais bien partager avec quelqu'un que je ne connais pas. Parce que le réseau social, l'avantage qu'il a, c'est qu'il vous maintient toujours avec du connu quelque part. Vous êtes avec votre réseau, vos amis, vos proches. Et le monde réel, si je permets l'expression, le monde brutal et réel qui est le nôtre, c'est qu'on comprend toutes sortes de gens qu'on connaît pas et qui sont des autres, c'est-à-dire des gens qui vont nous confronter à une réalité qu'on ne connaît pas, que peut-être qui vont nous déranger. Parce que le réseau social, la technologie, elle joue aussi une sorte de protecteur. Souvent, on dit des réseaux sociaux qui sont des sortes de bouts sociaux, c'est-à-dire on va là pour avoir des chaînes, des travaux, des belles, des fins. Et là, le vrai monde, parfois, nous confronte. Ah, j'ai essayé de regarder ta vidéo, mais elle n'est pas disponible. Elle n'est plus disponible. J'étais trop lent pour aller la regarder. C'est de garder notre attention sur l'objet pendant plus de 30 ou 40 secondes. Et on sait que cette capacité-là est en baisse. Il est très progressif. Sur un même objet, quelque chose de passer. Et ce papillonnage, on peut dire, le fait de survoler, de sauter d'un objet à l'autre, c'est très nocif, même sur le plan. Il y en a même qui disent que c'est nocif sur le plan de la démocratie, c'est-à-dire si on est capable d'écouter des discours, d'entendre des raisonnements qui font plus que 40 secondes, c'est presque dangereux. On n'a plus de temps pour la mise en contexte. Et ça, c'est un grave problème dans l'économie de l'attention. Jenny Rodin, une penseuse qui écrit un livre sur le sujet, nomme en fait la mise en contexte est primordiale pour la santé d'une démocratie et cette rapidité de l'information mise en prime bien souvent. Ce qui m'amène à penser qu'un des plus grands plaques de résistance dans l'économie de l'attention, c'est peut-être de se rendre indisponible. Question de focaliser notre attention sur un élément ou de se fermer justement à tous ces autres sur les réseaux sociaux pour donner notre temps à un autre qui existe et qui compte pour nous. C'est ce que vous faites, vous rendre indisponible, Mathieu, en ayant pas de salaire. Oui, puis des fois, ma blonde n'est pas contente parce que qu'elle soit aux appels de alors, ça aussi, c'est pas mal. C'est ça, vous déléguez de l'argent. Ouais, peut-être qu'elle est bloquée pour le Canada, effectivement. Ça semblait être sur France, mais je devrais être capable de le retrouver quelque part, là, c'est sûr. J'aimerais bien aller voir Céline Dion, là, qui revient chanter, genre après je sais plus combien de temps. Je sais pas si t'as vu sa biographie qu'elle a faite, là, dernièrement. Il paraît que c'est bien troublant. Les gens savent ce que l'on décide de premier enfant, mais regardez vraiment, c'est-à-dire en étant détaillé, de voir comment il est fait, voir comment, par exemple, juste l'Écosse, comment il n'est pas la même loi, et comment il évolue vers le plus fine. Là, on dirait que tout à coup, on a comme une sorte de, c'est le moment de transfiguration, c'est-à-dire que tout à coup, ce qui est très parlant, un arbre, ça peut être un oiseau, ça peut être n'importe quoi d'autre plus proche. Et c'est l'idée de fixer son attention sur quelque chose pour, au fond, se rendre compte qu'on ne prend pas le temps de voir ce qui nous entoure. En Angleterre, il y a un ministère de la Sécurité qui est en place depuis 2018. Dans les années 80, en France, il y a eu un ministère du temps libre. Mathieu Bellé, est-ce qu'on a besoin d'un ministère de l'attention en ce moment? Un ministère qui encadrerait ce temps qui nous file entre les doigts et cette attention qui nous donne? C'est vraiment une sacrée belle question. C'est sûr que ça fait une belle image, ça fait image l'idée de ministère de l'attention. J'aime l'idée. J'aime l'idée parce que aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Évidemment, je pense que chaque individu a aussi une responsabilité, mais il faut être lucide. Toute cette immense machine à mobiliser notre attention et à la capturer, qui s'appelle le GAFAM, toutes les grandes entités géantes du numérique, ont conçu des algorithmes et des machines qui sont faites pour nous récompenser, pour nous tenir captifs. Et donc, on ne peut pas juste dire aux gens auto-régulez-vous, c'est-à-dire prenez personnellement. C'est pour ça que, par exemple, on dit à ma classe, j'ai fait, c'est fini. Depuis
beaucoup d'ordinateurs, j'avais travaillé l'autorégulation pour me rendre compte qu'à un moment donné, ils sont juste pas capables. Oui, il y a des limites à ce qu'on peut faire quand on joue avec nos hormones, avec l'écran. Et moi, je me demande, j'ai dit ça en prudence parce qu'il faudrait les connaître, mais je me demande si à certains moments, on va pas se rendre compte qu'on a affaire à un rendez-vous santé publique. Comme je ne dis pas que c'est la cigarette, c'est pas la même chose, mais si on n'a pas affaire à un problème de santé publique, c'est-à-dire de dire, ben, est-ce que c'est bien, par exemple, que vos enfants de l'autant de faire, est-ce que c'est bien que Je dois faire ça comme tu dis. est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on peut laisser les entreprises décider par elles-mêmes de la manière de nous répondre? On va continuer à réfléchir à cette idée. Je regarde avec nous pour s'acheter de réflexion. Puis c'est super, vous allez pouvoir en profiter pour relaxer vous-même au son de la voix de Louis-Jean Cormier. On écoute Magnifique Université à la fin de jour. José Léoton Témorin vous invite à ralentir sur Ici Problème. On rejoint maintenant l'économiste et femme politique française Sandrine Rousseau, la députée écologiste de Paris a beaucoup fait jaser dans les derniers mois en associant la paresse à un endroit et je suis ravie qu'on puisse l'entendre aujourd'hui. Bonjour Madame Rousseau. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous, vraiment ravie. Alors dites-moi comment est née cette idée de revendiquer le droit à la paresse. Je rappelle que c'était dans le cadre de la réforme des retraites de Macron, mais comment ça vous est venu? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont très malheureux au travail, qui ont des cadences, qui ont des rythmes de travail et qui font des tâches dans le cadre de leur travail qu'ils ne comprennent plus et qu'elles ne comprennent plus. Et en fait, il y a des gens qui se lèvent, qui courent toute la journée, qui font des choses dont ils ne comprennent pas vraiment pourquoi ils les font. Et à la fin de la journée, on est fatigué, on commence le lendemain. Et en fait, la transformation écologique, prendre soin de la planète, c'est aussi prendre soin de nous. Et c'est aussi ralentir et puis prendre le temps de voir les choses, de les comprendre, de faire de la qualité, d'être content de ce qu'on a fait aussi. Et moi, je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui, dans leur travail, finissent leur journée, ils ne sont pas spécialement contents de ce qu'ils ont fait. Et le temps de la paresse, c'est aussi un temps hors marché, hors travail, hors argent, hors relations économiques. C'est un temps de créativité, un temps de sensibilité. On peut, comme vous disiez tout à l'heure, regarder la beauté d'un arbre. Aujourd'hui, il faut sauver ce qui est important. Et comme on ne le regarde plus, peut-être qu'on est moins enclin à le sauver. Voilà. En même temps, la paresse est une très mauvaise presse. Pourquoi avoir choisi ce mot? Je suis pas sûre qu'on le comprend de la même manière. Le droit à la paresse, c'est le titre d'un livre de Paul Lafargue qui est sorti, c'était le gendre de Karl Marx. Et ce qu'il disait, c'est qu'il fallait la paresse pour les ouvriers, il fallait un temps de paresse pour les ouvriers, parce que c'était le seul moyen d'obliger les plus riches à arrêter de consommer. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, cette question, elle est quand même très centrale. Et puis après, j'ai utilisé ce mot de paresse aussi
et une préoccupation de la gauche bobo. Je les cite. Est-ce que votre cri du cœur a trouvé un écho auprès de la population française, Sandrine Rousseau, ou est-ce qu'on a perçu c'est les préoccupations de la gauche bobo? Alors, j'ai plein de retours de gens qui ont des travaux, qui ont des métiers très difficiles. Je pense par exemple aux aides à domicile, les personnes qui travaillent avec les personnes âgées. Aujourd'hui, il y en a plein qui n'ont même plus le temps de parler parce qu'il y a trop de toilettes à faire, trop de soins à faire aux personnes. Et donc, en fait, elles ont même plus le temps de parler avec des personnes pour lesquelles normalement elles doivent avoir des temps de pause en fait dans leur travail. Ça fait partie de la qualité de leur travail, entre deux toilettes, d'avoir le temps de nous demander est-ce que vous allez bien, comment ça va aujourd'hui, est-ce que vous avez le moral, regardez il fait beau, est-ce que vous avez un petit verre d'eau, comment vont vos enfants, est-ce que vous en avez des nouvelles, j'en sais rien. Enfin, en fait, tout ce temps-là qui est un temps qui est compris dans les relations marchandes comme un temps mort, comme un temps perdu. En fait, c'est un temps essentiel de la relation. Et ça, moi j'ai eu plein de retours de personnes qui me disent mais moi j'aimerais beaucoup retrouver ces temps qui sont des temps comme ça entre deux, des temps qui ne sont pas comptés et des temps qui sont indispensables à la qualité du métier. Donc au contraire, moi je pense que c'est tout le contraire d'un truc beaucoup parce qu'en fait ceux qui aujourd'hui ont du temps, c'est les cadres en fait, c'est ceux qui peuvent prendre des jours de congé, qui peuvent se permettre de partir en vacances. Eux, finalement, ils ont pas le droit à la paresse. Ceux qui aujourd'hui n'ont pas le droit à la paresse, c'est les futurs, la structure travaille plus vieux. Et en discutant Sandrine Rousseau, peut-être on se dit oui, je veux avoir ce temps, cette liberté, ce contact humain dans le cadre de mon travail. Alright. Good luck, la pénule. Bon dîner. Bon souper plutôt. Mais je pense que dans tous les pays après le Covid, la productivité a chuté. Et à mon avis, c'est parce que on additionne les visioconférences, et en fait, on est submergé, il y a plus de temps de pause. Et moi, je pense que les entreprises devraient vraiment s'interroger sur, la réduction du temps de travail, et deux, la qualité du travail qui est réalisé. Je pense que des entreprises qui offriraient des conditions de travail qui permettent de penser son travail et encore une fois de faire bien son travail, à mon avis, serait beaucoup plus prisé par les salariés. Le nombre de salariés qui pensent démissionner dans l'année, en France, on fait les tailles, il y en a un sur trois. Il y en a un sur trois qui dit je vais peut-être démissionner parce que je me manque de mon travail. Et en fait, à quel moment les sociétés qui vont bien, quand on prend plus plaisir, quand on craque, d'épuisement en fait. D'épuisement là, en tous les cas pour la France, il y a énormément de gens qui sont au courant aujourd'hui de l'épuisement. Je trouve qu'aujourd'hui c'est la même chose au Canada, puis on a vu à travers le monde extérieur le phénomène de la grande démission aussi, ou de la grande réorientation. Donc clairement, il y a une quête de sens et de meilleure qualité de vie. Mais vous êtes économiste, Sandrine Rousseau, profitons-en. Est-ce qu'une société comme la nôtre peut vraiment se permettre de travailler moins? Absolument, il faut mettre le travail. L'essentiel de la transition écologique, de la préservation de la planète, ça passe par le fait de ralentir. Alors c'est pas facile parce qu'on s'est construit sur le fait de toujours faire plus, de toujours produire plus, de toujours consommer plus, de toujours s'enrichir plus. Et là, le défi qui est le nôtre, et c'est vraiment un défi presque existentiel, c'est qu'il faut qu'on arrive à diminuer notre temps, diminuer la quantité que nous consommons, diminuer notre temps productif, ralentir. Ralentir en fait cette machine qui est en train de s'emballer, qui est en train de mettre le feu à la planète. Et ralentir, en fait, c'est une des décisions presque les plus importantes que les humains ont eu à faire. En fait, on est une génération qui va avoir des choix, qui a des choix à faire, d'une intensité, d'une responsabilité que bien peu d'humains dans toute l'histoire de l'humanité ont eu à faire. Est-ce qu'on sera suffisamment intelligent, mature et finalement rationnel pour le faire ces choix? C'est la question, et dans ces choix, le fait de ralentir et d'essayer. Donc oui, il faut mettre plus de temps pour faire les choses. Oui, il faut que l'agriculture soit moins mécanisée et qu'il y ait plus de main-d'œuvre. Oui, il faut qu'on prenne plus de temps pour
faire des choses bien, qui se réparent, qui ne soient pas de la fast fashion, de la fast consommation. Et en fait, c'est un monde qui est plus agréable quand même. Donc, dans cet état des lieux, est-ce que l'oisiveté est une forme de résistance à votre avis, Madame Rousseau? Absolument, c'est une désobéissance sur l'oisiveté. Et c'est aussi et c'est aussi un temps où on peut penser, où on peut rêver, où on peut imaginer, où on peut même avoir une relation sensible à la nature, mais à l'autre, à nos amis, à nos voisins, à nos parents, à nos enfants. Le temps de l'oisiveté, c'est un temps de sensibilité, c'est un temps où on s'écoute. On s'écoute soi-même, on écoute les autres. Et on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à prendre le virage écologique si on ne s'écoute pas. Si on n'écoute pas ce qu'on ressent, ce que ressent l'autre. En fait, c'est décidé, c'est vraiment au cœur même de la transition. Je sais qu'il faut isoler les maisons et changer les chaudières, mais à la fin, si on n'a pas une relation sensible à la planète, on ne la sauvera jamais. Je veux vous dire là, qu'il y a beaucoup de temps qui hoche et de sourire en studio. Évidemment, on a un duo de maraîchers et on a Mathieu Bellil aussi qui sourit rapidement. Oui, en fait, des choses qui me frappent dans ce que dit Mme Rousseau, c'est qu'il faut peut-être prendre exemple sur la nature. Et puis là, c'est pas moi qui vais apprendre à nos amis maraîchers que parfois il faut laisser reposer la terre. La notion de jachère, c'est-à-dire laisser la terre reposer, que ce soit recompose, refasse ses forces. La nature a besoin de temps pour redevenir parfois productive. Et puis peut-être c'est juste ça, dans le fond, dans la façon écologique, c'est d'arriver aussi à se reconnecter sur les rythmes naturels qui demandent parfois le temps. Il faut du temps au temps finalement pour que les forces, les capacités, les ressources de la nature elle-même se refassent. Oui, puis c'est donner le droit de se mettre en jachère. Moi, j'ai souvent très envie de me mettre en jachère. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau, de nous avoir accordé de votre temps précieux. Je rappelle que vous êtes très occupée parce que vous êtes députée écologiste de Paris, donc c'est gentil d'avoir pris quelques minutes pour nous. Parce que sinon, on les transmet. Un exemple à suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toute résistance n'a pas nécessairement à se faire dans la douleur. C'est l'heure de jouer. Aujourd'hui, on va faire fika. Alors, fika en suédois, ça veut dire tasse, café et gâteau. Et là, on a vraiment des gâteaux en studio parce que l'idée, c'est de savourer le moment présent avec faire fika, mais en mangeant quelque chose de sucré ou même une quantité qui est correcte avec votre diabète, si vous pouvez composer avec la maladie. Donc, le jeu aujourd'hui, ce serait simplement d'écouter le reste des questions en mangeant tranquille, loin de distraction. Comme ça, vous allez résister à la fois à la culture de la productivité et à la culture de la diète. Grosse victoire à mon avis. Hello, how are you? Andreas. Hope you're doing fine. Je m'appelle Patrick Journet, passion en fait, et
d'instruments de musique, donc j'apprends de la base, mais comme à 42 ans, en fait. J'ai vraiment pas le choix d'aller là. Ça apprend toute mon attention. C'est ce qui est intéressant, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de continuer, parce que j'étais dans un moment où j'avais besoin des fois d'avoir comme une bulle vraiment où j'étais hyper concentrée à une seule chose, c'est-à-dire baisser les cordes et lire la musique, parce que je ne savais pas lire la musique, fait que c'est apprendre une autre langue avec ses mains et avec sa tête. Tu peux juste aller là, il faut que tu fasses attention à toute la façon dont ton corps est placé, tes doigts sont placés, à lire la musique, à apprendre le rythme. Des fois même, j'en fais comme une belle longue robe où je me maquille, où je me prépare. Pas tout le temps, mais des fois aussi, je suis en jogging, je suis comme, ouais, là, c'est comme cool de jouer de mon Dieu. Je m'appelle Nathalie Ribard. Je suis déménagée dans les Cantons de l'Est en mai 2016. Mon objectif, c'était de ralentir mon rythme de vie. Et je fais plein d'affaires longues depuis que je suis ici. Je fais de l'agriculture, je fais mon pain au levain. Il faut que je prévoie le matin avant de faire le pain quand je veux l'avoir. Si je veux l'avoir dimanche, il faut que je me prépare dès samedi matin. Il faut juste entre les étapes pour avoir la patience d'attendre. Je fais de la photo, je fais de la méditation dans l'enfer de l'aviron sur le lac Ronde. Quand je m'installe dans le bateau sur le lac Ronde, j'ai pas le choix de me concentrer sur le mouvement que je fais pour faire avancer le bateau. Des fois, on voit des aigles à la tête blanche. Dans ce temps-là, j'arrête complètement de bateau pour les regarder. Autour de moi, il y a plein d'ambiances qui vont sonner. Puis je peux même m'y occuper parce que je suis en train de faire que les avoir les mains. Je suis obligé de créer comme une fausse note pour que ça atteigne mon attention. Sinon, je trouve compliqué de faire. Je peux pousser ma tour de les premières horloges publiques qui aider pour régulariser des activités, mettons, d'une ville. Car aujourd'hui, c'est loin d'être mon époque. J'étais juste travaillé ensuite pour une vingtaine d'années. L'atelier où je travaillais, par exemple, sur le vachement important d'apprendre de chaque atelier pour dire écoute, Daniel, dans le temps qu'il faut pour faire ton travail, la seule chose que je veux, c'est que ça soit bien fait. Car aujourd'hui, des métiers où on peut dire qu'à faire de toute l'agriculture, mais une fois fait, que ça soit de Je m'appelle Marie et j'adore les casse-têtes. J'ai commencé pendant la pandémie, je pense que c'était surtout un anti-stress, c'est seulement côté de la tête. Et depuis que j'ai commencé à travailler, ben, ça me vide la tête aussi. C'est un peu différent, mais les raisons sont les mêmes. Mon travail est quand même assez intellectuel, donc le fait de faire une tâche manuelle, j'ai l'impression que ça me fait du bien. C'est comme si ça ne m'appelle pas la même partie de mon cerveau. C'est concret, ça m'apaise. C'est super satisfaisant aussi de voir la progression, contrairement à mon travail de rédaction, de traduction. Mais souvenirs de faire des casse-têtes date de l'enfance. Je ne savais pas, il y avait des gens de plusieurs genres de casse-tête. Il y a une grosse communauté à Montréal. Il y a des groupes Facebook dédiés à ça, des gens qui s'échangent. Pour moi, c'est un passe-temps pour se faire, mais ça m'a permis d'accrocher, de prendre une pause de temps, ça me fait du bien aussi. Donc, c'est Marie-Monique Saint-Amour. Et ma passion, c'est le genre. Je me rends compte que